Donc, l'os coxal, c'est un os plat compris entre le sacrum et le fémur. Donc, c'est un os pair qui présente deux faces, une face latérale et une face médiale. Quatre bords, un bord supérieur, un bord antérieur, un bord inférieur et un bord postérieur, ainsi que quatre angles. Donc, il possède trois parties embryologiques. L'ilium, qui correspond à une vaste aile qui donne l'insertion au muscle fessier sur la face latérale et au muscle iliaque sur la face médiale. Il possède un corps étroit au niveau de l'acétabulum. Donc, on retrouve aussi le pubis, qui possède un corps quadrangulaire et deux branches, une branche supérieure et une branche inférieure, qui est autour du foramen obturé. Donc, l'ischium, quant à lui, a un corps sous l'acétabulum. Il possède une tubérosité ischiatique postérieure et inférieure, et une branche qui s'unit à la branche inférieure du pubis. Ici, elle est cassée. Donc, je vais commencer avec la face latérale. Donc, la face latérale correspond à la surface glutéale et elle est parcourue par trois crêtes courbes et concaves en avant, les lignes glutéales. Donc, la ligne glutéale antérieure, elle commence à l'extrémité antérieure du bord supérieur de l'os. Elle longe ce bord et aboutit au milieu, au niveau de la grande échancrure sciatique. Donc la ligne glutéale postérieure, quant à elle, commence au quart postérieur du bord supérieur et elle termine sur la grande échancrure sciatique. Et la ligne glutéale inférieure, quant à elle, commence derrière l'épine iliaque antéro-inférieure, forme une courbe jusqu'au milieu de la grande échancrure sciatique. Entre cette ligne et l'acétabulum, on retrouve le tendon réfléchi du muscle droit de la cuisse et la capsule articulaire de la hanche. Donc les trois lignes glutéales délimitent trois surfaces glutéales. On a la surface glutéale postérieure, triangulaire et réduite, qui donne insertion au muscle grand fessier. On a la surface glutéale moyenne, en faucille, qui donne insertion au muscle moyen fessier. Et la surface glutéale antérieure, étendue et arrondie, qui donne insertion au petit fessier. La surface glutéale est recouverte des muscles fessiers, du fascia glutéal et de la peau. Les injections intermusculaires se font dans le cadran antéro-supérieur de la fesse, donc l'acétabulum. Donc il est devant et sous la surface glutéale. Il regarde vers le bas, vers l'avant et latéralement. Donc on a premièrement le limbe acétabulaire qui correspond au bord circonférentiel saillant de la cavité acétabulaire. Il présente trois échancrures. Une échancrure iliopubienne, iliopubienne, une ilio-ischiatique peu marquée et une ischiopubienne bien marquée qui correspond à l'incisure acétabulaire. Donc le limbe acétabulaire donne attache à la capsule articulaire de la hanche et au labrum acétabulaire. L'incisure acétabulaire livre passage au ligament transverse de la hanche et au vaisseau acétabulaire. Donc ensuite, on a le facies lunata, qui est une surface articulaire périphérique de la cavité acétabulaire. Elle est semi-lunaire de part et d'autre de l'incisure acétabulaire. Donc ces deux cornes antérieures et postérieures donnent attache au ligament transverse de l'acétabulum et peut causer des luxations antérieures de la hanche. Donc la fosse acétabulaire, quant à elle, donne uniquement attache au ligament rond de la tête fémorale. Donc ensuite,
on retrouve le pubis, qui possède un corps rectangulaire et deux branches. Donc, premièrement, on retrouve le corps, devant le foramen obturé. Il donne insertion sous l'angle antérieur des muscles longs et court-adducteurs et graciles sur la surface rugueuse, et latéralement donne insertion au muscle obturateur externe. Sur la branche supérieure, elle est prismatique et triangulaire. Elle rejoint l'acétabulum. Elle donne insertion au ligament pubofémoral sur le bord antérieur et donne passage des vaisseaux et nerfs obturateurs à la face inférieure du canal obturateur. La branche inférieure, descendante, donne insertion au muscle obturateur externe et au grand adducteur. Donc, pour finir, on a l'ischium qui forme le bord postérieur du foramen obturé. Il est constitué d'une branche supérieure et une branche inférieure et la tubérosité ischiatique. Donc, la tubérosité ischiatique, en avant de celle-ci, on a l'insertion des muscles carré fémoral et grand adducteur. En arrière, en haut, on a trois facettes pour les ischio-jambiers. En bas, l'insertion du ligament sacrotubéral. Le corps correspond au lien entre la tubérosité ischiatique et l'acétabulum. Il est creusé sous le faciès lunata du sillon infra-acétabulaire où s'insère le ligament ischio-fémoral. Le foramen obturé, quant à lui, est comblé par la membrane obturatrice qui donne insertion en profondeur au muscle obturateur externe et qui est recouverte des muscles adducteurs en superficie. Le canal obturateur est creusé sous la branche supérieure du pubis et laisse passer les vaisseaux et nerfs obturateurs. L'engagement du péritoine dans ce canal est une hernie obturatrice. Sur la face médiale, on retrouve la ligne arquée qui se prolonge en avant par le pecten du pubis. Celle-ci sépare la fosse iliaque de la partie pelvienne de la face médiale, comportant la tubérosité ischiatique, la surface auriculaire, ainsi la surface quadrilatère et le foramen obturé. Donc, au niveau de la fosse iliaque, qui est située au-dessus de la ligne arquée, celle-ci est lisse, triangulaire et donne principalement insertion au muscle iliaque. Donc, en bas et en avant, on a une gouttière comprise entre l'épine iliaque antéro-inférieure et l'éminence ilio-pubienne. Celle-ci loge le muscle psoas et les vaisseaux iliaques externes. Ces rapports sont le muscle iliaque, le fascia iliaca et le péritoine pariétal, plus l'artère circonflexe iliaque profonde, les nerfs cutanés latéraux de la cuisse et génitofémoral, ainsi que le côlon sigmoïde à gauche et le sécoappendice à droite. Donc, sur la tubérosité iliaque, celle-ci est rugueuse, elle est comprise entre la crête iliaque en arrière et la surface auriculaire en avant. En son centre, on a la pyramide qui donne attache au ligament sacro-iliaque postérieur. Devant la pyramide s'insèrent les ligaments sacro-iliaques interosseux et ilio-lombaires. Au-dessus d'elle s'insère l'extrémité des muscles érecteurs du rachis. Sur la surface auriculaire
qui s'articule avec le sacrum. On a sur son bord antérieur la capsule articulaire et le ligament sacro-iliaque antérieur. Donc sur la surface quadrilatère, on a le muscle obturateur interne, le nerf obturateur et les branches des vaisseaux iliaques internes. Le foramen obturateur est encadré par la face postérieure du corps du pubis. Donc le foramen obturateur est encadré par la face postérieure du corps du pubis. Les fibres pubo-préanales de l'élévateur de l'anus s'insèrent là. On a les branches ischio- et iliopubiennes. Et la face médiale, sur la face médiane, on a la tubérosité ischiatique qui donne l'insertion au ligament sacrotubéral. Donc, sur le bord supérieur, on a la crête iliaque qui est en S allongé, très épais. Donc, à, à 4-5 cm de l'extrémité antérieure, on a le tubercule glutéal où se fixe le tractus iliotibial. Transversalement, sur la lèvre latérale, on a la ligne intermédiaire et la lèvre médiale, 2/3 antérieure, donne insertion au muscle oblique externe, oblique interne et transverse de l'abdomen. Sur le tiers postérieur, on a les muscles grand dorsal et fessier sur la lèvre latérale, le fascia thoracolombaire sur la ligne intermédiaire et le carré des lombes et les muscles propres du dos sur la lèvre médiane. La crête iliaque affleure la peau. Cela donne une ponction d'os ou de moelle. Sur le bord antérieur, décrit de bas en haut, donc ici, on a l'épine iliaque antérieure et supérieure, qui donne insertion du ligament ilio-inguinal, du tendon commandé muscle sartorius et tenseur du fascia lata. On a une petite échancrure pour le nerf cutané latéral de la cuisse. Sur l'épine iliaque antérieure et inférieure, on a le tendon direct du muscle droit de la cuisse et le ligament iliofémoral. On a une deuxième échancrure qui correspond au plancher de la lacune musculaire de Schwalbe, d'une insertion du muscle psoas. Non, laisse le passage du muscle psoas et du nerf fémoral. Plus bas, on retrouve l'éminence iliopubienne qui donne insertion du petit psoas et du ligament iliopectiné entre la lacune musculaire et vasculaire de Schwalbe. Sur la surface pectinéale, qui est triangulaire, est recouverte par le ligament pectiné de Cooper et les vaisseaux fémoraux. On a l'insertion des ligaments de Henle et de Gimbernat lacunaire et du tendon conjoint des muscles obliques internes et transverses de l'abdomen. Sur le tubercule pubien, on retrouve l'insertion du ligament inguinal et du pilier superficiel latéral du muscle oblique externe de l'abdomen. À la fin, on a une surface rugueuse, arrondie, donnant insertion des muscles droits de l'abdomen et pyramidal et du pilier profond du muscle oblique externe. Sur le bord inférieur, on a la surface symphysaire s'articulant avec son homologue pour former la symphyse pubienne. Ces rapports sont devant les nerfs ilio-hypogastriques. Devant, on a les nerfs hypogastriques et ilio-inguinal, les vaisseaux honteux externes et la peau. Derrière, on a l'espace de Retius avec le plexus veineux de Santorini.
Dessous, on a l'attache des ligaments subpubiens et suspenseurs du pénis plutôt, ou du clitoris, et les vaisseaux et nerfs dorsaux du pénis. La gouttière caverneuse, quant à elle, est l'insertion du corps caverneux du pénis. De part et d'autre de cette gouttière, on retrouve la lèvre latérale au li- qui donne attache aux adducteurs, la lèvre médiale donnant attache aux muscles ischio-caverneux, transverse, superficiel et profond du périnée, et au diaphragme urogénital. Sur le bord postérieur, on retrouve, de bas en haut, la petite échancrure sciatique, au-dessus de la tubérosité ischiatique, où passe le muscle obturateur interne, les vaisseaux honteux internes et le nerf honteux. Sur l'épine sciatique, on a l'insertion du ligament sacro-épineux, des muscles jumeaux supérieurs et de l'élévateur de l'anus. Sur la grande échancrure sciatique, où passe le muscle piriforme, au-dessus du muscle piriforme, on retrouve les vaisseaux et nerfs fessiers supérieurs. En dessous de lui, le nerf sciatique, les vaisseaux et nerfs fessiers inférieurs, les vaisseaux et nerfs honteux internes. Plus haut, on retrouve l'épine iliaque postérieure et inférieure. Et encore plus haut, on a l'épine iliaque postérieure et supérieure, donnant insertion du ligament sacrotubéral et au grand muscle fessier. Donc les angles, sur l'angle antérieur, c'est l'angle pubien et il est surmonté du tubercule pubien. Pardon, c'est ici. Donc l'angle inférieur, c'est la tubérosité ischiatique, en rapport avec le grand fessier, le fascia glutéal et la peau via une bourse séreuse. Une pression prolongée sur la tubérosité sciatique forme des escarres ischiatiques. L'angle postérieur correspond à l'épine iliaque postéro-supérieure qui peut être reliée à la peau. L'angle supérieur, quant à lui, est l'épine iliaque antéro-supérieure, sur laquelle passe le nerf cutané latéral de la cuisse. La vascularisation de l'os coxal est assurée par l'artère corona mortis, qui est une volumineuse branche anastomotique que l'artère obturatrice envoie à l'artère épigastrique inférieure à son entrée dans le canal obturateur. Une fracture du pubis ou un accident chirurgical peut la rompre et entraîner une hémorragie intrapelvienne occulte.